Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé qui vous parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Ce matin, nous allons parler des conséquences de se soigner seul, donc l'automédication qui n'est pas du tout bon pour la santé, sachant que l'automédication peut être une réponse à des barrières à l'accès aux soins, notamment dans une forme responsable, comme le souligne l'OMS dans les enquêtes 2000. En outre, en Afrique subsaharienne, en particulier au Togo, l'automédication est une pratique bien courante. Donc pourquoi se soigner est-il dangereux pour la santé? Nous allons en parler tout de suite avec M. Bernard Athiou, spécialiste en santé mentale, Dr Tambourou et Soranam, psychologue clinicien de la santé, et Dr Karine Adjamaglo Akbalo, qui est pharmacienne. Donc on va parler de le pourquoi se soigner est-il dangereux pour la santé. Bonjour à tous, comment allez-vous, docteur Karine? Bonjour à tous, merci. Vous allez très bien? Ça va. Donc vous allez nous expliquer un petit peu comment ce que vous vivez en pharmacie au quotidien, n'est-ce pas? Bien sûr. Docteur, comment allez-vous? Je vais bien. Et très bien. De votre côté? Très bien aussi, Merci. bien très bien également. Merci. Monsieur? Ouais, tout doucement, ça peut aller. Tout doucement. Ouais. Ça fait la seconde fois qu'on se retrouve sur ce plateau. C'est un plaisir. La sensibilisation continue un maximum, n'est-ce pas? On va commencer par Dr Adjamaglo. Qu'est-ce qu'on appelle réellement l'automédication, s'il vous plaît? D'accord, merci. D'abord, l'automédication est un problème de santé publique majeur qui mine effectivement le Togo et les pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. Donc, on va définir l'automédication qui consiste à prendre les médicaments sans consulter les professionnels de la santé. Les professionnels de la santé, je veux parler des médecins et des infirmiers, des sages-femmes qui sont censés prescrire les ordonnances. Ou soit venir en pharmacie se fournir des médicaments sans ordonnance aussi, ou prendre des médicaments après d'autres traitements pour soigner d'autres pathologies. Même le professionnel de la santé qui prend une spécialité précise sans consulter un professionnel de la santé aussi est en train de pratiquer l'automédication. Ouais. Mais c'est tellement courant de nos jours qu'on en voit partout. Partout. Vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Oui, sinon c'est ça. Il faut dire que juste sinon ce que le docteur a dit c'est exactement ça. Et dans la démarche, nous en tant que psy, on parle de démarche, on parle de conduite. Voilà, il y a l'autodiagnostic, il y a l'autoprescription et puis l'autoconsommation. Tout ça là va dans la démarche de ce que j'appelle une démarche automédicative. Voilà. Mais qu'est-ce qui pousse ces personnes-là à se prétendre être médecin soi-même et se soigner aussi soi-même, et surtout écouter le voisin, parce que souvent c'est un tel a eu mal à la tête la dernière fois, donc moi aussi j'ai des douleurs, hop je vais prendre c'est ça. Hein? D'accord. Mais ce qui pose souvent ici, c'est qu'en Afrique on se soigne sur le conseil parce que depuis la nuit des temps et les pathologies, on va dire même depuis le temps de nos ancêtres, c'est que quand les personnes souffrent de tel type de pathologie, on te dit que bon, prends ceci pour te soigner. Parce que nous, on a commencé déjà avec les méthodes traditionnelles avant l'arrivée des Blancs avec les médicaments maintenant et tout cela. Donc, je pense que cette pratique, en fait, est restée ancrée dans nos maisons. Même si ces personnes sont instruites, ils vont toujours se confier à la mère ou aux parents ou aux voisins qui te dit que tiens, ceci peut fonctionner sur telle pathologie. Moi, j'ai pris tel produit et ça a bien marché. Donc, je te passe la boîte pour que tu utilises le reste. Donc, et c'est une pratique qui est mauvaise aussi et qui est dangereuse en fait pour la santé. Mais est-ce qu'ils sont au courant? Non. Mais je pense que la base était faussée depuis, parce que pour la prise des médicaments, normalement, c'est à nous de sensibiliser en fait la population. Quand on sert le médicament, ça part en fait de là. Le début, dès que vous servez le patient, c'est à nous les pharmaciens de commencer maintenant par dire que non, tel produit doit être utilisé, mais vous finissez pas de l'utiliser
pourquoi pas ne pas ramener la boîte? Parce qu'il y a un système de destruction, même le pharmacien n'est pas aussi autorisé à détruire. Il range les produits et il y a un comité qui se rassemble pour venir superviser la destruction de certains produits qui ne sont pas Donc vous faites appel à ces personnes qui ont encore des restes des médicaments à la maison? Normalement, c'est ce qui doit être fait. Parce que quand les médicaments sont importés, c'est suivi. Il y a des notices même là-dessus qui demandent à les entreprises pharmaceutiques qui ont fabriqué les médicaments, demandent à ce que les boîtes qui ne sont pas utilisées soient récupérées. Soient récupérées. Je vais tout droit, je prends l'exemple en Europe. Dès que vous finissez votre traitement et qu'il reste, ou bien on vous a mis sous 15 comprimés, alors que la boîte doit contenir 30 comprimés. C'est conditionné en boîte de 30. Vous devez ramener le reste chez votre pharmacien qui se charge de faire le suivi jusqu'à la destruction de la boîte. Normalement, c'est ce qui se fait en Europe. C'est beaucoup mieux pour que les gens évitent aussi de ramener, d'utiliser ou de le faire passer à d'autres personnes, hein, surtout. Mais est-ce que les gens savent, bon, on l'avait dit tout à l'heure, hein, forcément, ils ne savent pas. C'est pour ça que ça continue encore ces ventes de médicaments dans les rues. On en voit un petit peu partout, dans nos marchés, tous les coins de rue, ou même les bonnes femmes qui passent dans les rues, qui en vendent aussi partout. Mais comment ça arrive aussi, ces médicaments-là? Ou bien c'est les restes de ces médicaments qui sont revendus à ces dames ou... je ne sais pas, docteur Tamboro. Ok. Et comment est-ce que cela se produit? D'abord, il faut dire qu'on a une insuffisance de structures médicales. Il y a aussi l'accessibilité aussi aux médicaments. C'est là où nous interpellons nos amis, les pharmaciens. Mais là-bas, il faut vraiment reconnaître qu'au Togo, l'Ordre national des pharmaciens a fait un grand boulot. 5 ans en arrière, vous pouvez aller vous procurer des antibiotiques comme vous voulez. Mais aujourd'hui, c'est carrément difficile. Il y a des patients qui sont mis sous antibiotiques sur 10 jours, alors que la boîte qui leur est servie ne peut couvrir que 6 jours. Parfois, ils t'appellent, toi, le psychologue, de convaincre le médecin parce qu'il l'appelle, il n'arrive pas à le joindre. Parce que la pharmacie a refusé de renouveler l'ordonnance, puisque le médecin a oublié de mentionner à renouveler. Voilà, de mentionner à renouveler. Donc, cela veut dire que déjà, c'est fait. Il y a aussi la culture du traitement rapide. Je veux être vite soigné. Maintenant, sans oublier aussi que dans cette conduite de automédication, il y a la conduite, il y a l'automédication directe, où c'est l'individu même qui va, et puis il y a aussi l'automédication indirecte où c'est les tiers, c'est des leaders, c'est des responsables de famille par exemple qui va acheter un médicament pour ses enfants. Voilà en grosso modo tous ces facteurs-là qui contribuent à ce que ce phénomène puisse prendre de l'ampleur. Ah, ça prend vraiment de l'ampleur. Tout à l'heure, vous disiez comme quoi, en parlant des ordonnances à renouveler, est-ce que les gens, par exemple, on met des dates? Donc, si par exemple la personne, le traitement est fini, la personne revient encore à l'ordonnance alors que la date est passée, est-ce que vous revendez toujours ces médicaments-là en pharmacie? Non, normalement non. Surtout pour les antibiotiques ou pour des pathologies précises, il faut juste prendre une seule boîte. Et normalement, quand on émet une ordonnance, le pharmacien a le droit de regarder. Même c'est pour ça qu'on exige toujours aux auxiliaires ou aux collaborateurs ou à la caissière, quand vous finissez d'agrafer le ticket dessus. Le patient qui rentre avec son ordonnance à la maison n'aura jamais le réflexe de renlever le ticket ou bien d'enlever le cachet payé. Parce que une nouvelle ordonnance, vous pouvez le reconnaître, même une ordonnance qui a duré chez vous, quand vous le ramenez, on sait en même temps que vous voulez renouveler, mais c'est aux pharmaciens de demander, mais vous êtes déjà, c'est la dernière fois que vous avez pris votre médicament, c'était quand? Il dit, il y a une semaine, ou bien il y a 2 semaines, ou bien finalement, mais tu te rends compte, mais il y a 3 mois, ou il y a 4 mois. Maintenant, quand la pathologie ou le symptôme lui est revenu encore, au lieu d'aller en consultation, il préfère revenir avec cette même ordonnance pour qu'on puisse le servir. Puis en pensant que c'est encore les mêmes, la même maladie qu'elle a, au fait, c'est ça. Voilà. Mais si ce patient a la chance de croiser le pharmacien au comptoir,
Là, on pose la question en poussant en fait l'interrogation. Tu te rends compte, mais c'est les mêmes symptômes, mais vous êtes en train de décrire en fait une autre maladie. Bien sûr. Mais à ça, le patient ne peut jamais le savoir. C'est vous le responsable, celui qui a fait les études de santé, qui doit décrire, expliquer avec patience au patient que non, il faut retourner voir votre médecin, ou le convaincre en fait. Et c'est cette étape qui est très difficile. La personne insiste, quitte à même se fâcher, ou bien il revient carrément d'un autre centre, ou bien les petits centres qui ne sont même pas déclarés. On lui renouvelle l'ordonnance là, sur un bout de papier, et il revient. On a ces cas partout. C'est difficile à contrôler tout ça quand même. Oui, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile, je vous assure. Mais quels sont vraiment les risques et les dangers de ces médicaments de rue On va donner la parole à monsieur Hatchu. Ok, bon. Tout de suite, vous avez eu à demander aussi quels sont les différents canaux, les différents voies, le circuit, les différents circuits par lesquels les médicaments passent pour arriver sur le marché. Et il y en a plusieurs quand même. Et sur le plan formel, il y a les médicaments qui sont fabriqués de façon au niveau local ou au niveau international. Donc il y a les fabricants locaux et les fabricants locaux, autant pour moi, et puis les fabricants internationaux. Donc eux, quand ça passe cette étape-là, le médicament arrive maintenant au niveau des distributeurs ou des importateurs. Donc maintenant au niveau des distributeurs ou des importateurs, eux mettent ça à la disposition maintenant des pharmacies ou des dépôts. Donc ça c'est plus sur le plan formel. De façon informelle, c'est là où on retrouvera ces produits maintenant et au niveau des bonnes dames, au niveau des bonnes dames qui revendent des médicaments au niveau de la rue, et c'est un plus un peu là. Bien que ce côté-là aussi commence pas à être réglementé. Et c'est un moyen aussi. Le circuit, oui. Ces bonnes femmes-là procurent les médicaments comment? C'est ça. Est-ce que c'est revendu par les pharmacies? C'est revendu par... voilà, parce que comment... est-ce que c'est des médicaments... Parce que c'est périmé déjà. Certains médicaments ne sont plus du tout à jour, quoi. Donc du coup, est-ce que ça vient comment? Parce que là, ça prend, comme on dit, ça prend vraiment de l'ampleur. C'est bien beau de dire que oui, bon, pharmacie, c'est comme ça, c'est réglé, c'est carré, mais dans les rues, ouais. Parce que si on refuse en pharmacie, forcément, ils vont aller en acheter dehors, dans les rues. Donc, c'est ça aussi, faut bloquer aussi ce circuit-là pour que les gens puissent aussi se dire, bon, aller vers un spécialiste pour pouvoir aussi aller, qu'on les oriente vers une pharmacie avec une ordonnance. Ok. Au fait, c'est que la population a l'information, mais ceux qui n'ont pas l'information véritable, ou bien ceux qui veulent, on a déjà cité certains moyens, ou bien les causes qui poussent vraiment à passer à l'automédication. Donc, les réponses rapides de guérison, les mauvaises informations, l'accessibilité, ou bien la disponibilité des produits. Donc, avec ces fabricants locaux qui sont plus là, je dirais... Bon, tout le monde quand même est à la quête du gain. Donc, le plus offrant, je crois que c'est un peu aussi une histoire de pouvoir et de moyens. Et donc, quand on offre, bon, c'est facile quand même d'avoir de ces circuits-là qui ne sont pas vraiment contrôlés, qui sont cachés. Donc là, les revendeurs de rue peuvent rapidement avoir de ces produits à ce niveau qui rentrent dans ce circuit informel. Donc maintenant, quoi qu'il arrive, il y en aura toujours. Oui, ça c'est ce circuit informel. Mais au niveau formel, c'est vraiment organisé, c'est réservé vraiment aux spécialistes, aux pharmaciens, aux industriels pour pouvoir vraiment avoir accès. C'est un peu ça. Bien sûr. Voilà. D'accord. Docteur? Oui. Pour décrire un peu le circuit légal du médicament, les entreprises ici, bon, on sait qu'en Afrique, dans certains pays comme le Maroc, ou en Inde, ou bien en Afrique, ici on a l'Afrique du Sud et puis la Guinée qui fabrique des médicaments. Et aussi en Europe. Pour importer ces médicaments dans notre pays, il faut d'abord avoir une autorisation d'importation. Et ceci, c'est sous la supervision d'un pharmacien. Et dès que ces médicaments rentrent au pays, ici, au port, il faut d'abord obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Et l'autorisation de mise sur le marché est accordée par la DPML. Et surtout aussi sous la supervision toujours d'un pharmacien. Parce qu'il faut passer aussi par le contrôle qualité. C'est ce qui, en fait, qui garantit que le médicament est
très pratique pour le patient. Donc, surtout sous la supervision d'un pharmacien. Donc, tout ce qui ne rentre pas dans ce circuit est considéré comme un circuit illégal. Donc, maintenant, comment est-ce que ces bonnes dames ont accès à ces médicaments sur le marché qu'on voit souvent au bord de la route qui vendent? Sûrement par les entreprises clandestines dans d'autres pays qu'on va taire le nom, mais ça passe par où? Sûrement par des frontières poreuses, parce que bon, on peut dire que les taximans ou bien les aides-man, il y a toujours des petits, voilà, des petits partis dans nos frontières où ils peuvent passer, mais pas par les grandes portes quand même, par les frontières légales, non, pas où toi tu passes pour voyager, non. Mais souvent, il y a des frontières de portes clandestines par lesquelles les aides-man ou bien les taxis, motos passent pour transporter ces médicaments. Parce que eux, et puis les bonnes dames, et puis les firmes pharmaceutiques clandestines qui ne sont pas déclarées, qui ne sont pas autorisées à vendre, ni même à fabriquer le produit. Mais quand c'est fabriqué, quand vous parlez de fabriquer, c'est fabriqué à la maison? Va savoir. Ils peuvent, parce que même dans les journaux, on voit des articles où on fait des descentes dans des entrepôts ou bien dans des maisons. On voit, il suffit juste d'avoir les machines pour reconditionner le produit. On te dit que c'est le même principe actif. Mais qu'est-ce qui nous garantit que c'est le même principe? Même si vous avez le même principe actif, il faut l'excipient qui permet d'avoir votre médicament en entier. Mais malheureusement, ils n'ont pas accès à tout cela. Puis c'est très dangereux pour la santé. Oui, c'est quand on prélève ces produits réellement. Oui, c'est dangereux parce qu'il y a des études qui sont faites où quand vous prenez ces produits de façon anonyme chez les bonnes dames et que vous passez par le contrôle qualité, vous verrez même que c'est des produits dangereux. Effectivement dangereux. Je pense qu'en 2019, on avait déclaré au Nigeria qu'il y avait 87 enfants qui sont décédés suite à l'injection d'un sirop pour une pathologie quelconque. Donc, va voir un peu la gravité de la situation. Si un sirop peut abattre des enfants, pas graduellement, mais juste à une seule prise et puis d'une seule boîte, mais c'est que c'est fatal. C'est fatal. Écoutez, on va juste marquer un temps de pause. On revient après les informations. Restez avec nous. Merci.